Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais consacrer cette séance aux signaux non périodiques et nous verrons comment l'analyse de Fourier s'étend à ce type de signaux. Alors je vais commencer par revenir un petit peu sur les séries de Fourier. On a vu une formulation, hein, comme quoi une fonction périodique se décompose comme une somme d'harmoniques. Alors on peut écrire cette décomposition en série de Fourier de façon beaucoup plus compacte. On peut écrire f de t comme une somme sur n, de moins l'infini à plus l'infini, de Cn exponentielle in de pi nu t, n étant un entier relatif, et nu la fréquence du signal périodique. Alors on montre que Cn c'est en fait 1 sur t intégrale entre 0 et t de f de t exponentielle moins in de pi nu t dt. On intègre sur le temps. Pour retrouver cette formulation, hein, il faut juste reprendre la formulation qu'on a déjà vue et remplacer les sinus et les cosinus par les formules d'Euler. Je vous renvoie au poly pour la démonstration. Alors, ce qui est important de voir ici, c'est que le coefficient Cn, d'abord, est un coefficient complexe. Attention, c'est aussi un coefficient qui va dépendre d'un nombre entier relatif, la somme s'étend sur z. Autrement dit, ça fait intervenir des harmoniques de fréquences positives et négatives. Alors, on a comme propriété que C0, c'est en fait la composante continue A0. Cn est lié au coefficient qu'on a déjà vu AN et Bn par cette relation 1,5 de AN moins IBN si n est positif. Et pour les n négatifs, en fait, Cn est simplement le complexe conjugué. Et dernière chose, le théorème de Parseval prend une forme relativement simple, parce qu'on obtient le carré moyen de la fonction, c'est ni plus ni moins que la somme des modules au carré du coefficient de Fourier complexe. De la même manière, on peut représenter le spectre d'un signal à partir de ce coefficient de Fourier. En général, on représente le module de Cn en fonction de la fréquence. Alors comme n peut être positif ou négatif, en fait l'axe des fréquences, c'est un axe réel qui va des fréquences négatives aux fréquences positives, avec les valeurs ici entières. Donc les fréquences sont des multiples entiers de la fréquence du signal. Et en l'autre représentation, hein, l'autre graphe, c'est l'argument de Cn, en fait la phase du nombre complexe Cn. Cette formulation va nous permettre en fait de généraliser ces notions sur des fonctions réelles, non périodiques. Imaginons un signal f de t non périodique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que on peut toujours considérer que le signal représente un motif et que la durée de ce motif tend vers l'infini. Autrement dit, on peut très bien considérer que le signal est un signal périodique de période t tendant vers l'infini. Et si vous reprenez la formulation du théorème de Fourier et que vous faites tendre t vers l'infini, eh bien ce qui va se passer, c'est que la somme ici va se transformer en une intégrale, et nu va tendre vers 0, et n nu va devenir une variable, qu'on va appeler nu, en fait, une variable continue. Et on obtient alors on obtient cette formulation où f de t peut s'écrire alors je note ça comme ça, f chapeau de nu, exponentielle i de pi nu t d nu. La somme se fait sur la fréquence, et nu devient une variable d'intégration, une variable continue. Ici. On intègre entre moins l'infini et plus l'infini. Cette relation, elle s'interprète comme une somme continue d'harmoniques, où la fonction f chapeau traduit en fait le poids relatif des différentes fréquences. D'accord? Donc là, ici, vous avez une harmonique de fréquence nu, dont le poids correspond à f chapeau de nu. On en vient finalement à un théorème que je vais vous demander de retenir, c'est que sous certaines conditions mathématiques, assez peu restrictives pour les grandeurs physiques, donc là ce sont les précautions un peu usuelles, eh bien tout signal physique suffisamment réaliste peut se décomposer en une intégrale de Fourier. Et l'intégrale de Fourier, c'est juste f de t égale
intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f chapeau de nu exponentielle i de pi nu t d nu, où f chapeau est une fonction de la fréquence à valeur complexe qui désigne ce qu'on appelle la transformée de Fourier du signal. Cette transformée de Fourier, elle se calcule simplement en faisant intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t exponentielle le moins i de pi nu t dt. Là, vous reconnaissez la formule qui donne le Cn, sauf que 1 sur t a disparu. Voilà. Donc en fait, on a des relations très similaires à celles qu'on a vues avec les séries de Fourier. Alors, notez que ces deux relations sont assez symétriques. Vous voyez ici f de t, qui est la somme de f chapeau de nu exponentielle i de pi nu t d nu, où l'intégration se fait sur la fréquence. Là, f chapeau de nu égale intégrale de moins l'infini entre plus l'infini de f de t exponentielle moins i de pi nu t dt. On intègre sur le temps, et là, il y a un moins. C'est relativement, vous voyez, symétrique. Alors, on dit que f de t et f chapeau de nu forment ce qu'on appelle une paire de transformées de Fourier. Et on passe de l'une à l'autre par une transformée de Fourier que je note tf, ou une transformée de Fourier inverse que je note tf-1. Par exemple, f chapeau est la transformée de Fourier de f de t, et f de t est la transformée de Fourier inverse de f chapeau de nu. De la même manière que l'on a représenté des spectres pour les fonctions périodiques, on peut aussi représenter un spectre en représentant le graphe du module de la transformée de Fourier du signal. Autrement dit, on trace le poids des différentes harmoniques en fonction de la fréquence. Par exemple, ici vous avez un exemple d'un signal qui oscille en s'amortissant. Donc vous voyez, ça n'est pas un signal périodique. Si je calcule la transformée de Fourier de ce signal, alors c'est un calcul que je fais d'ailleurs dans le poly si vous voulez voir, eh bien on obtient ce qu'on appelle des courbes de Lorentz. C'est une courbe qui est relativement piquée pour une fréquence ici nu0 et moins nu0. Alors, en fait, la fréquence nu0, c'est ni plus ni moins que la fréquence d'oscillation ici du cosinus ici. Mais comme on a ici un signal amorti, eh bien, le spectre contient des harmoniques autour de la fréquence nu0, dont le poids décroît relativement vite. Et l'essentiel des harmoniques se trouve autour de nu0 et moins nu0. Donc ici, on a ici un spectre continu parce que voilà, le signal comporte une infinité d'harmoniques dont le poids est donné par ce graphe. Alors souvent, en théorie du signal, pour des raisons de symétrie, on préfère représenter simplement les fréquences positives. Il faut savoir que le module de la transformée de Fourier est symétrique, est pair, donc ce n'est pas la peine de représenter le cadran négatif, on représente uniquement le cadran positif. Le théorème de Parseval, qu'on a vu pour les séries de Fourier, prend une forme assez simple ici pour les fonctions périodiques. L'intégrale du carré de la fonction au cours du temps. Alors ça c'est quoi? C'est en fait l'énergie du signal, parce que f carré, vous vous souvenez, c'est la puissance du signal. Donc si j'intègre la puissance sur le temps, j'obtiens une énergie. Donc ça c'est l'énergie du signal. Eh bien, l'intégrale de f carré dt, c'est égal aussi à l'intégrale du module de la transformée de Fourier au carré sur la fréquence. Autrement dit, si vous tracez f chapeau en module et au carré, en fonction de la fréquence, l'air sous la courbe va vous donner aussi l'énergie du signal. Une autre façon de voir les choses, c'est de dire qu'au fond, le module au carré de la transformée de Fourier s'interprète comme une densité d'énergie spectrale, comme une énergie par unité de fréquence. Et donc souvent, en physique, on représentera plutôt la densité spectrale d'énergie, c'est-à-dire le module au carré de la transformée de Fourier, parce que précisément c'est lié à l'énergie du signal. Vous voyez par exemple ici, ce type de signal, c'est typiquement ce qu'on peut observer quand on détecte l'émission d'une radiation lumineuse produite par une désexcitation atomique. D'accord ? Bon, le capteur va détecter l'intensité lumineuse produite. Et si je fais une décomposition spectrale du signal capté, donc avec un spectroscope, si je décompose
en fréquence, je vais obtenir une densité spectrale d'énergie. Donc c'est souvent ce que les appareils en fait mesurent. Quand on fait de la spectroscopie, on a souvent affaire à des densités spectrales d'énergie. Petite remarque, j'ai jusqu'ici toujours utilisé la notion de fréquence quand je raisonnais dans l'espace de Fourier. Alors il faut savoir que certains préfèrent raisonner en pulsation plutôt qu'en fréquence. Bon, je rappelle, oméga, la pulsation, c'est 2π fois la fréquence. Alors notamment les électroniciens préfèrent la pulsation. En théorie du signal, souvent on préférera la pulsation. Dans ce cas-là, les formulations sont un petit peu différentes. Il y a un facteur 1 sur racine de 2π qui intervient ici et ici. Alors pourquoi il intervient? C'est que dans ce cas-là, ça permet de conserver la validité du théorème de Parseval. Intégrale de f carré dt est égale à intégrale de f chapeau de nu carré d nu, mais également intégrale de f chapeau de oméga carré d oméga. Donc en fait, si on intègre la transformée de Fourier en pulsation sur la fréquence, on obtient aussi l'énergie. Alors, venons-en aux propriétés de cette transformée de Fourier. Première propriété, ça c'est assez facile à montrer, c'est la linéarité. C'est-à-dire que si vous avez deux signaux dont vous connaissez les transformées de Fourier, toute combinaison linéaire aura comme transformée de Fourier la même combinaison linéaire. Par exemple, là j'ai f de t, un signal ici, de ce type-là, voilà son spectre. J'ai un autre signal de fréquence plus importante, voilà, donc là son spectre se décale, c'est plus intense, donc il est plus intense. Si je fais la somme des signaux f plus g, ben voilà le spectre, vous sommez les transformées de Fourier et vous prenez le module, voilà ce que ça donne. Au passage, j'en profite pour faire une petite remarque, vous voyez ici, le signal est relativement complexe, le fait d'en prendre le spectre permet tout de suite de voir qu'il y a deux composantes harmoniques essentiellement dans le signal. Par exemple, quand un signal harmonique est caché par du bruit, par exemple, le signal temporel peut être assez bruité et très difficile à interpréter. Si vous faites la transformée de Fourier, vous pouvez très bien voir apparaître une harmonique qui se détache sur un bruit de fond. Et ça permet tout de suite de repérer un signal périodique caché. Bon, je ferme la parenthèse. Autre propriété concernant la modulation. Alors ça, c'est quelque chose d'important qui va vous servir notamment pour le cours fait par Monsieur Leduc. Souvent, quand on veut transmettre un signal utile, on procède à une modulation d'amplitude. C'est-à-dire qu'on multiplie le signal utile par un cosinus de haute fréquence. Alors, le signal utile ici, c'est ce qu'on appelle le facteur modulant. Pourquoi? Parce qu'il va moduler un cosinus qu'on appelle la porteuse, et le signal obtenu s'appelle le signal modulé. Donc en fait, on encode une information utile dans un signal modulé. Alors de manière générale, la modulation, donc il en existe différents types. Il existe la modulation d'amplitude, la modulation de fréquence, la modulation de phase. Ce sont des techniques d'encodage d'informations qui sont très utilisées en télévision, en radio, même les transmissions entre les smartphones se font grâce à une modulation. Alors ici, nous, on se concentre sur la modulation d'amplitude. Et la question que je vais me poser, c'est si je connais le spectre du signal modulant, bah, qu'en est-il du spectre du signal modulé? Alors là, un petit calcul permet de répondre assez facilement. Là, je vais calculer la transformée de Fourier du signal modulé. Pour cela, je reprends le signal ici modulé et je remplace cosinus de pi nu t par la formule de l'air, c'est-à-dire 1 demi de exponentielle i de pi nu 0t plus exponentielle moins i de pi nu 0t. Ça, c'est mon signal, et je multiplie ça par exponentielle moins i de pi nu t, et j'intègre sur le temps, et j'obtiens la transformée de Fourier. Ce que je vois, c'est que je peux rassembler les exponentielles, et vous voyez ici, je vais avoir exponentielle moins i de pi nu moins nu 0t, et ici, exponentielle moins i de pi nu plus nu 0t. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ben ça, c'est tout simplement la transformée de Fourier de f de t, mais pour une fréquence, non pas nu, mais nu moins nu 0. Puis ici, on a nu plus nu 0. Donc on obtient 1 demi de f chapeau de nu moins nu 0 plus f chapeau de nu plus nu 0. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça, c'est tout simplement la transformée de Fourier de f, mais translatée de nu 0. Et là, c'est la même chose, mais translatée de moins nu 0. C'est le résultat important ici, c'est que après modulation d'une porteuse de fréquence nu 0, le spectre est simplement translaté de plus nu 0 ou de moins nu 0, au facteur 1,5 près. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un signal modulant dont le spectre a cette allure-ci, par exemple, si vous l'utilisez comme facteur modulant d'une porteuse de fréquence nu 0, vous allez obtenir un signal dont le spectre sera celui-ci. Vous en prenez la moitié du signal ici, enfin du spectre, et vous le translatez de nu 0, et l'autre moitié, vous le translatez de moins nu 0. Et voilà le spectre obtenu. Alors vous voyez ici l'intérêt de la modulation, vous la voyez ici. Notamment, ça permet finalement, dans l'espace de Fourier, de déplacer l'information dans le domaine des hautes fréquences. Et c'est souvent utile pour plein de raisons. Parfois, il est plus facile de transmettre une information en haute fréquence qu'en basse fréquence. Notamment, si vous voulez émettre des ondes électromagnétiques, il faut des antennes. Les antennes sont de plus petite taille quand on utilise des hautes fréquences. Donc c'est plus facile de concevoir des antennes qui émettent des hautes fréquences que de concevoir des antennes qui émettent des basses fréquences. Autre chose, parfois, à basse fréquence, vous avez beaucoup de bruit. Il y a peut-être en général moins de bruit à haute fréquence. Donc ça peut être intéressant de déplacer l'information utile dans le domaine des hautes fréquences pour se débarrasser du bruit important à basse fréquence. Une autre propriété importante, c'est la relation qu'il y a entre la durée du signal et la largeur spectrale du signal. Prenez par exemple ce signal qui correspond à un sinus amorti. Alors, ce sinus amorti, il a une certaine durée de vie. La durée de vie, ça peut être par exemple la constante de temps. Vous voyez, ici on a une exponentielle amortie avec une certaine constante de temps que je note tau. Si je prends le spectre de ce signal, j'obtiens une courbe qui a cette allure-ci, qu'on appelle une courbe de Lorentz, qui est centrée sur la fréquence nu0 qui correspond à la fréquence du sinus là ici qui oscille. Et on peut définir vous voyez, une bande de fréquence à un intervalle pour lequel les harmoniques ont un poids relativement important. En dehors de cette bande de fréquence, eh bien, le poids des harmoniques décroît relativement vite. Donc je peux définir une certaine largeur spectrale typique si j'augmente la durée de ce signal f de t d'un facteur 2 par exemple. D'accord ? Ce qui va se passer, c'est que le spectre va devenir beaucoup plus étroit. Ici, en fait, la largeur spectrale va être divisée par 2. Et en plus, le maximum va monter ici. Alors pourquoi? Parce que, vous voyez ici, si vous doublez la durée de vie du signal, l'énergie va être doublée. Si l'énergie double, ça veut dire que l'aire de la densité spectrale doit doubler. Or, là, la largeur spectrale a été divisée par 2. Donc, ça veut dire qu'il faut que la densité spectrale d'énergie soit 4 fois plus grande, puisqu'elle est 2 fois plus mince, pour que l'énergie soit 2 fois plus grande. Et si la densité spectrale est 4 fois plus grande, eh bien F chapeau va être simplement 2 fois plus grand. Donc on va avoir un signal qui va monter et qui va devenir de plus en plus fin, ici. Alors il y a une relation très simple entre la constante de temps et la largeur spectrale, qui varie en sens contraire. Plus exactement, le produit delta nu fois le temps est en fait une constante qui est de l'ordre de 1. En fait, dans ce cas de figure, on peut montrer que la constante vaut 1 sur pi. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que la constante, ici, elle est de l'ordre de l'unité. Au passage, c'est exactement ce type de relation qui permet de comprendre le principe d'incertitude d'Heisenberg. Parce que vous voyez, si vous multipliez ça par la constante de Planck, imaginez que ce soit une désexcitation atomique, là, vous avez ici un photon qui est émis, eh bien,
l'énergie d'un photon, c'est h nu. Le fait qu'il y ait une désexcitation qui prend une durée finie fait qu'il y a une certaine incertitude sur la fréquence. Et donc h delta nu, c'est simplement l'incertitude sur l'énergie du photon. Et on peut obtenir finalement une relation qui va être delta E fois tau et de l'ordre de la constante de Planck, enfin ici h bar. Bon, ça c'est la relation d'Heisenberg, qui permet de relier l'incertitude sur un niveau d'énergie excité, par exemple, avec sa durée de vie. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est pour vous montrer que des propriétés physiques en mécanique quantique qui sont liées aux propriétés de la transformée de Fourier. Alors je reviens un petit peu sur cette propriété-là. Quand la durée de vie augmente, la largeur spectrale diminue et vice-versa. Imaginez que vous fassiez maintenant tendre la durée de vie vers l'infini. On va avoir tout simplement un sinus ici, ou un cosinus, de durée de vie infinie. Et donc la largeur spectrale va tendre vers 0. Mais le sommet, lui, va tendre vers l'infini. On obtient ici un signal qu'on appelle un pic de Dirac, une impulsion qui vaut l'infini en U0 ici et qui vaut 0 partout. Alors, pour en savoir un petit peu plus sur le pic de Dirac, je vous laisse voir le poly. J'ai fait quelques développements là, sur le pic de Dirac. Mais moi, je ne vais pas m'étendre trop sur cette fonction mathématique particulière. Dernière propriété intéressante de la transformée de Fourier, c'est l'effet de la périodisation d'un signal. Imaginez un signal que j'appelle m de t. Je l'appelle m pour motif. C'est un motif qui dépend du temps. J'ai pris un motif très simple ici. Si je calcule la transformée de Fourier de ce signal, je vais obtenir un sinus cardinal, à cette allure-ci. Maintenant, imaginez que vous périodisez le signal, c'est-à-dire que vous allez répéter le motif avec une certaine fréquence, nu0, qui vaut ici 1 sur t0, t0 étant la période avec laquelle vous répétez le motif. Là, vous avez un signal périodique. Donc vous savez que ce signal se décompose en une somme d'harmoniques de fréquences entières. Donc là, le spectre ne peut pas être continu, le spectre va être discontinu. Et si vous prenez la transformée de Fourier, vous aurez en fait des pics de Dirac, des pics qui seront situés à des fréquences multiples de la fréquence 1 sur T0. Donc là, j'aurai 1 sur T0, 2 sur T0, 3 sur T0, etc. etc. Donc là, j'ai des pics de Dirac, et la modulation ici de ces pics, là, l'amplitude de ces différents pics, elle est donnée par précisément la transformée de Fourier du motif. Et ça, c'est une idée importante qu'il faut retenir ici, c'est que quand vous périodisez ici un signal, la position des pics vous donne une information sur la période, et la modulation des pics vous donne une information sur le motif. Ça, c'est quelque chose de très important, notamment en diffraction, et même en théorie du signal, vous le verrez avec Monsieur Leduc. Pour illustrer ce phénomène, je voudrais vous faire un petit retour en optique ondulatoire, notamment sur la diffraction. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en diffraction à l'infini, on peut montrer que l'intensité diffractée à l'infini, c'est en fait la densité spectrale de la fonction transparence. Et la fréquence, en fait, ce sera l'angle de diffraction. Et la fonction f de t, ce sera la fonction transparence. La fonction transparence, c'est une fonction qui vaut 0 ou qui vaut 1. Ça vaut 1 quand c'est transparent, ça vaut 0 quand c'est opaque. Je prends un exemple. Si vous prenez une fente, la fonction transparence, elle vaut 0 partout, sauf au niveau de la fente où là, elle vaut 1. Donc on a une fonction créneau. La transformée de Fourier, une fonction créneau, c'est un sinus cardinal. Si vous prenez le carré du sinus cardinal, pour avoir la densité spectrale d'énergie, vous allez avoir une courbe comme ça. Cette courbe, ça donne la répartition de l'intensité en fonction de l'angle de diffraction. Vous voyez ici, là, vous avez une tache centrale. Là, ici, vous allez avoir du noir. Et puis ici, une petite tache secondaire, beaucoup moins intense. Donc, on retrouve les taches de diffraction d'une fente. Si maintenant, vous mettez deux fentes, vous périodisez en quelque sorte, vous commencez à périodiser. Vous mettez deux fentes, eh bien on peut montrer alors qu'on obtient
des interférences, hein, on a ici une bifente de Young, on va avoir des interférences, ici des pics d'interférence, avec ici une enveloppe modulante qui est en fait la courbe de diffraction par une fente. Si vous augmentez le nombre de fentes, eh bien, les pics d'interférence vont devenir de plus en plus étroits. Si j'en mets 8, par exemple, vous voyez, j'ai des pics très étroits. Et évidemment, vous comprenez bien que si j'en mets une infinité, c'est-à-dire que si j'obtiens un réseau de diffraction, ces pics-là vont devenir ponctuels. On va avoir des Dirac ici, des pics de Dirac, et la position de ces pics de Dirac va nous donner un renseignement sur la période avec laquelle les fentes sont réparties, et la modulation de ces pics vous donne une information sur la fente diffractante. L'enveloppe modulante, c'est en fait l'intensité diffractée par une fente. Donc on retrouve cette idée que l'information que recèle l'enveloppe est liée au motif diffractant et l'information correspondant à la position des pics est liée à l'information de la périodisation ici des fentes. Voilà, bon, je pense que j'ai dit l'essentiel pour la transformée de Fourier. Sur mon poly, il y en a beaucoup plus, hein. Je vous invite à aller voir mon poly. Je pense que c'est bien d'avoir des idées un peu générales au début et de lire le poly ensuite. Le poly est beaucoup plus complet et peut-être aussi un peu plus ardu. Donc la prochaine fois, nous verrons le filtrage analogique, nous verrons comment des systèmes peuvent transformer des signaux justement en opérant dans l'espace de Fourier. Voilà, bonne journée, à bientôt.